Bienvenue sur le plateau TV de Polytech Horizon 2013 pour une émission consacrée au Clean Tech et plus particulièrement au Clean Tuesday. Vous savez que de manière maintenant récurrente, on va dire, puisque ça fait, me semble-t-il, 3 ou 4 ans, 5 ans me dit David. Voilà, votre micro est ouvert. Effectivement, Polytech reçoit le mardi un événement spécial. On va en parler dans le détail. J'ai à mes côtés donc David Dornbusch qui est le président de Cleantech, qui est venu. Oui, David. Je suis président de plein de choses, mais je leur dirai. De Clean Tuesday essentiellement. Et de Clean Tuesday. Vous êtes venu avec Jocelyne Fressine qui représente la société Arionic, avec Thomas Kerting de la société Airsure et Florent Longa de la société Eki. Alors, on va d'abord essayer de planter le décor avant de parler de Clean Tuesday. L'idée du Clean Tech, c'est bien évidemment d'accompagner des entreprises, des éco-entreprises, si possible de petite taille, en tout cas en position émergente, sur des marchés comme l'air, comme l'eau, comme l'énergie ou comme l'éclairage. On le verra avec Eki tout à l'heure. Alors, David, d'abord, une question très simple. What's new depuis notre dernière rencontre ? Donc on s'était vu l'année dernière où on annonçait le lancement de France Énergie Nouvelle. Donc France Énergie Nouvelle qui était un peu le volet politique, je dirais, du dispositif. Puisque donc Clean Tuesday a 5 ans cet automne. Et on fera d'ailleurs une fête pour les 5 ans le 16 décembre qui correspond aux 5 ans du premier événement. Clean Tuesday s'est bien développé en 5 ans, puisqu'on aura des visiteurs venus du monde entier, des Coréens, des Indiens qui tous ont lancé des antennes Clean Tuesday dans leur pays. Donc, et à côté de ce volet Clean Tuesday, qui était un volet très orienté vers le business, le cœur vraiment de Clean Tuesday, c'est cette idée de faire une communauté où on fait travailler ensemble des grands groupes, des startups, des fonds d'investissement, des collectivités. Donc très orienté sur le business, l'investissement, l'achat de sociétés, l'investissement dans les sociétés. Depuis un an, on travaille un peu sur le volet politique à travers France Énergie Nouvelle, c'est-à-dire qu'on essaie d'influer sur les collectivités et l'acteur public, donc l'État, pour qu'ils prennent plus en compte donc, les startups clean tech. Donc il y a eu hier, dans le concours Innovation 2030, une annonce très importante de Fleur Pellerin, puisqu'elle a annoncé que 2% de la commande publique maintenant de l'État serait dévolue aux startups. Alors ça paraît même incroyable, donc on attend des précisions. Et puis il y a un prix qu'on remettra donc demain soir, le prix de la collectivité publique innovante, donc où ont candidaté beaucoup de grosses collectivités, qui va récompenser la meilleure collaboration entre une collectivité locale, donc une ville, il y a plusieurs grandes villes françaises qui ont répondu, et une start-up clean tech. Alors, on peut dire, avec France Énergie Nouvelle, avec ce prix de la collectivité la plus entreprenante, on va dire, en tout cas celle qui collabore le mieux avec une start-up, que la dimension politique est là, puisque quand on parle de collectivité, on parle d'élus, on parle d'institutions. Donc, quand je dis what's new, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, et notamment, on peut faire ce bilan, le fait que Cleantech est rentré dans une nouvelle ère, celle, je dirais, non plus du lobby et de la contestation. On vous a beaucoup entendu pendant plusieurs années crier haut et fort qu'il fallait aider les startups à émerger. Aujourd'hui, on vous a écouté, donc vous êtes sur la bonne voie. Le tissu économique lui-même, je pense, a bougé. Alors, d'aucuns diront que les grands groupes continuaient à avoir un rôle très verrouillant, mais il y a quand même eu des tentatives d'ouverture. On trouve que de ce point de vue-là, les choses se sont améliorées. Il y a au moins une quinzaine de grands groupes français qui ont des départements d'open innovation. La plupart sont ados, un fonds d'investissement aujourd'hui. Et vraiment, on a le sentiment qu'aujourd'hui, le cœur du problème, il se situe du côté du politique, du côté de l'administration, du côté de l'Assemblée nationale, du côté du gouvernement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pousse beaucoup là-dessus. Alors, on a l'impression qu'il y a des choses qui commencent à se déverrouiller, mais s'il n'y a pas des marchés, le cœur de la question aujourd'hui, c'est les marchés. C'est-à-dire que les sociétés aujourd'hui peuvent trouver des financements, peuvent trouver des supports gouvernementaux divers et variés, mais il faut déverrouiller les marchés. Et aujourd'hui, l'ensemble de notre action est plutôt sur le déverrouillage des marchés. Le déverrouillage des marchés, ça commence par les marchés publics. Parce que la plupart des startups clean tech, comme des clean tech en général, c'est des marchés publics. L'eau, les déchets, l'énergie, c'est du public. Donc il faut déverrouiller les marchés. Il faut arrêter de réserver les marchés à une minorité de grands groupes qui sont des champions, qui ont vocation à s'étendre à l'international, mais qui ne peuvent pas représenter tout le paysage industriel français. Quelle est la place que vous occupez par exemple dans Vivapolis, qui s'appuie, qui est la marque, avec la vitrine française pour la ville durable. Quelle est la place que les startups occupent aujourd'hui dans cette démarche qui a été lancée notamment par Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, sur la capacité à emmener des entreprises à l'étranger, à l'international ?
Je laisserai peut-être les différentes startups présentes qui sont assez proches du monde de la ville répondre. Ce sera intéressant d'avoir leur réponse. Alors, nous, traditionnellement, à travers nos différentes activités, on est plutôt sur les briques cleantech élémentaires. Donc, on ne cherche pas forcément trop à s'insérer dans les couches systèmes comme la ville durable, etc. Donc, on n'est pas forcément trop rentré là-dedans, mais ce sera intéressant, je trouve, d'avoir la réponse des différentes startups présentes qui nous diront si elles ont été approchées par Vivapolis et dans quelle mesure elles sont intégrées là-dedans. Alors, on va essayer de rentrer, si vous le voulez bien, par thématique. Je vous le disais, donc Thomas Kerting qui représente Airsur, on va donc parler du domaine de l'air. Jocelyne Fressine qui représente Arionic et qui est spécialisée dans les domaines de l'énergie et de l'eau. Et puis Florent Longa de la société Eki qui développe des solutions d'éclairage naturel par fibre optique. Je vais me tourner vers vous, Thomas Kerting, d'abord, pour parler de l'air. Alors, pourquoi j'aurais pu, par galanterie, interroger Jocelyne Fressine en premier, mais je vais rentrer dans le domaine de l'air parce que c'est un domaine qui est particulièrement, je dirais, sensible, une question qui est particulièrement prégnante. L'air reste aujourd'hui, alors je fais un constat un peu abrupt, hein, on va un peu délayer, mais l'air reste aujourd'hui un petit peu le parent pauvre, je dirais, des politiques environnementales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Mais même plus largement, l'air, c'est le grand oublié de la fête. Si vous voulez, c'est que tout commence par là. Aujourd'hui, on sent ici et là des initiatives qualité de l'air au niveau des territoires, au niveau des États, mais tout ça n'est pas coordonné et est complètement sous-investi. Si vous voulez, le problème de l'air, c'est aussi le problème du climat aujourd'hui. C'est que le climat est quelque chose de très insaisissable, de très fugace. On sent qu'on rentre tout de suite dans l'opposition des États par rapport à un droit au développement qui aurait été déjà pris ou pas. La qualité de l'air depuis les territoires, c'est la capacité à pouvoir se mobiliser avec les parties prenantes sur son espace de vie et de pouvoir mettre en place des politiques d'air intégrées. Et j'ai la conviction que de mettre des petites bulles d'air de meilleure qualité bout à bout participeront à un climat moins endolori. Mais enfin, de manière globale, l'air, c'est le grand oublié de la fête. Merci à l'OMS qui nous a fait un beau cadeau de Noël avant l'heure le 17 octobre en déclarant la pollution, enfin l'air extérieur cancérigène chez l'homme. Bon, ça veut dire qu'on vit sur une planète qui nous rend malade, enfin qu'on a rendu d'abord malade et qui nous rend bien la monnaie de notre pièce. Comment on peut expliquer cette relative, je dirais, distance des pouvoirs publics vis-à-vis des problématiques de l'air ? Il y a quoi, du lobby ? Il y a un manque de conscience. Vous parliez de l'OMS qui, effectivement, en octobre, a jeté un pavé dans la mare, en tout cas de manière officielle, a expliqué qu'on vivait sur une planète qui était quasiment irrespirable si ça continuait comme ça. Elle l'est déjà un petit peu. Comment on explique justement ce manque de, pas d'appétence, mais ce manque d'action ? Alors il y a peut-être deux choses. La première, c'est vraiment la complexité du sujet finalement. Il a bien fallu que toute l'expertise d'État arrive aussi à se coordonner, à se parler et à mettre en place des plans nationaux. Donc on en est tout juste à ce stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment le travail de tout ce qui va être le ministère du Développement durable, la DGEC, mais tout ce qui est le Conseil national de l'air, l'ADEME. Aujourd'hui, on arrive à des outils. Des plans climat et énergie. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est mesurer ces outils. Oui, mais justement, là, est-ce que finalement, ces plans, pour reprendre les plans climat et énergie, par exemple, qui sont, je dirais, dans les territoires, parce que vous parlez de territoires, les bonnes portes d'entrée, est-ce que finalement, à cause du fait qu'on ait mis la transition énergétique très en avant ces derniers mois, on n'oublie pas naturellement les problématiques de qualité de l'air ? Mais encore une fois, nous, notre sujet, c'est de dire la rénovation thermique, 100% oui, concentrons-nous là-dessus, mais n'oublions pas l'air, parce que des bâtiments qui seront étanches thermiquement rendront les gens malades. Donc si c'est pour avoir des 5 étoiles performance énergétique aujourd'hui et les mêmes bâtiments rasés dans 5 ans parce qu'il y a des gens malades, on dit juste une chose, c'est que la qualité de l'air et l'énergie seront indissociables dans le bâtiment intelligent. Et vous parliez tout à l'heure de la ville durable, de la couche système dont on parlait, ville durable, Vivapolis. C'est ce qu'on essaye de faire valoir aussi au niveau, j'allais dire, filière française, c'est qu'aujourd'hui, dans l'offre de ville durable à l'export, l'avantage comparatif de la France, on a déjà de très bons points en gestionnaire de parcs environnementaux, les Veolia, Suez, on a de très bons constructeurs, Bouygues, Eiffage, Vinci, on a également de très bons ingénieristes, Burgia, Pégis, mais il nous manque toutes ces éco-entreprises qui, sur des thématiques très précises, peuvent transformer l'offre globale de la ville durable à la française, telle qu'on aimerait le vendre. Et ce qui est très important, c'est que c'est d'accord une approche système, c'est-à-dire qu'il faut embarquer des PME, des ETI et des grands groupes, mais dans une logique de vision de la ville et non pas dans un modèle à répliquer. Et c'est ce qu'on essaye vraiment de faire valoir aussi avec ce travail collaboratif qui s'exprime
à Vivapolis depuis 2 mois maintenant. Alors votre société Airsure justement est spécialisée dans ce domaine de l'air. On en discutait aussi en préparant l'émission. Vous me disiez on a devant nous un développement magnifique si les choses se passent bien. On peut se développer, on peut multiplier notre chiffre d'affaires. Alors pas forcément pour créer de la richesse, mais pour vraiment s'exprimer et aller jusqu'au bout de ses envies, de ses passions. Quelle est votre activité principale aujourd'hui et quelles sont vos pistes de développement? Là, on revient dans le business, hein, David. Alors, on va revenir 2 secondes dans le business, effectivement. Non pas pour vous dire que c'est vraiment le tropisme de l'entrepreneur qui pense que demain, de toute façon, sera florissant. C'est que ça fait quand même des années qu'on prépare tout ça et qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une maturité, il y a une convergence entre des textes, des acteurs, des besoins, des financements. Donc, on sent que tout ça peut vraiment prendre corps. Et Airsure est un bureau d'études, de conception et d'intégration en solutions innovantes de gestion de la qualité de l'air. Alors, que ce soit mesure et traitement. Ouais, et peut très bien jouer ce rôle dont vous parliez avec les ETI, avec les grands groupes de d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou sur toutes les questions d'études et de préparation de dossiers. En réalité, dans la chaîne de l'air, il manquait cette brique de bureau d'études et d'intégration qu'on a créée avec Airsure. Et aujourd'hui, le fait que cette brique s'insère dans la chaîne de l'air permet l'entraînement de celle-ci. Et donc, en regard, cette courroie peut se coupler à d'autres. Et donc, effectivement, dans la ville durable, disons, la courroie de l'air est aujourd'hui tout à fait importante, efficace et potentiellement, vous le disiez, très prometteuse. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que vont proposer, par exemple, les industriels, enfin les offres nationales, par exemple, comme les Suédois, les Coréens, les Allemands, les Américains, à des grandes villes en Chine? On va avoir des bâtiments très efficaces énergétiquement, on va avoir des gestions d'eau, des mesures, des capteurs partout, etc., de l'urbanistique. Enfin, j'allais dire, on va se battre sur des sujets quasiment identiques. Notre avantage comparatif, et peut-être d'ailleurs même de manière un peu française, si vous voulez, c'est que dans cette ville durable, on y respirera. Et ce facteur-là, on est très en avance en France. Alors, David pourra peut-être revenir dessus. Sur les clean tech, on n'est pas mauvais. Et il y a certains secteurs, mais on n'est pas les meilleurs du monde sur les éco-entreprises, disons. Mais sur l'air, on est vraiment décidément en avance et on pense que sur la thématique de ville durable et de mieux vivre demain, enfin tout ce qui va lier santé et environnement, sur l'air, la France a vraiment une énorme carte à jouer. Permettez-moi de me faire l'avocat du diable sur les problématiques de particules fines, sur le transport. Là, pour agir, il va falloir être très agressif parce qu'on sait qu'on est devant une montagne quasiment infranchissable. Alors disons qu'en Europe, on va plus être sur du courage politique, et je suis bien d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des choix vont être... On l'a vu là récemment, le courage politique, il n'était pas au rendez-vous. Hein. Alors il faudra du courage politique, néanmoins, j'imagine, pour des choix vraiment radicaux. Et disons qu'en Chine et dans d'autres grandes agglomérations, enfin les grandes agglomérations du globe, chinoises, indiennes, brésiliennes, la qualité de l'air ne sera pas quelque chose d'anticipable, ce sera vraiment quelque chose à gérer, donc ce sera même quelque chose de défensif si vous voulez. C'est que les populations à un moment donné gagnaient 20% de plus de pouvoir d'achat par an au nom du développement économique, etc. Et voir ces enfants mourir parce qu'ils respirent un air de très mauvaise qualité. Est-ce qu'à un moment donné vous vous dites pas paumer pour paumer, je préfère que mes enfants grandissent dans un environnement sain qui favorise leur croissance plutôt que d'avoir à vivre dans ces enfers urbains. Et là-dessus, la France a vraiment un savoir-faire et des cartes à jouer. David, un commentaire un petit peu macroscopique sur ce domaine de l'air et sur les startups justement qui œuvrent dans ce secteur. Comment vous les voyez? Est-ce qu'elles ont plus de problèmes que d'autres pour faire du business et pour émerger? Admettons-le, à l'origine, quand on entend parler des startups de l'air dans le domaine des clean tech, ça paraît un tout petit peu exotique. Alors, de façon étonnante, j'étais il n'y a pas longtemps à un très bel événement organisé par Thomas, les respirations. Je trouve que les startups clean tech de l'air en France se portent pas trop mal. Il y en a combien? Je pourrais pas dire. Je pense qu'il y en a entre 10 et 20 peut-être. Mais je trouve qu'il y a une série de très très belles opérations. Hein. Il y a eu Etera qui, je pense, est sur le salon, qui a fait une très belle opération en début d'année. Il y a une start-up qu'on voit énormément aujourd'hui qui est Netatmo, donc qui vend des dispositifs qu'on peut se coupler à son iPhone, qui a fait un peu le lien entre les clean tech et le monde web, télécom, et qui a également fait une très belle levée de fonds un peu à l'extérieur du secteur traditionnel des clean tech. Donc, finalement, c'est un secteur en France, c'est un mini-secteur, il faut être honnête, hein, c'est pas le solaire et l'éolien, mais c'est un petit secteur qui apparemment a
attire pas mal d'appétit des investisseurs, peut-être pas mal d'appétit de certains grands groupes. On sait que Saint-Gobain regarde beaucoup le sujet, on sait que SEB regarde beaucoup le sujet. Donc c'est peut-être un secteur qui mérite d'être creusé, qui pourrait être une petite niche. Ça va pas faire 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais ça pourrait être une petite niche sur laquelle, effectivement, comme dit Thomas, la France pourrait peut-être être positionnée relativement en force à l'échelle mondiale. Ouais, avec un exemple quand même, une sorte de locomotive avec Environnement SA quand même, qui a montré qu'elle était capable de se développer sur ce secteur. Oui, Environnement SA, qui je crois double quasiment le chiffre d'affaires tous les ans en ce moment, qui vient de signer un très beau marché en Inde. Effectivement, c'est une des locomotives du secteur en France. Et donc peut-être que l'air, comme dit Thomas, pourrait être un des secteurs phares des cleantech françaises. Thomas, une dernière chose par le petit bout de la lorgnette, parce que je sais qu'Alain Delamette, qui est le directeur des innovations de Polytech et qui va co-animer avec moi les grandes émissions et innovations durant toute cette session d'émissions de Polytech TV, en parlera, je crois, c'est vendredi, qu'il y a une émission spéciale sur l'air. Le bois de chauffage, qui, on le sait, produit du CO2, qui produit aussi des particules fines. Est-ce que, et c'est peut-être le petit bout de la lorgnette, est-ce que, à l'instar de nos amis allemands ou d'autres pays d'Europe du Nord, on ne peut pas imaginer que à très brève échéance, on équipe les maisons individuelles de systèmes de captation? Est-ce que ce ne serait pas déjà un premier pas? Et qu'est-ce que vous entendez dire autour de ces questions-là? Ces questions-là, elles sont bizarrement contre des poncifs, des lieux communs qui sont énormes. Aujourd'hui, typiquement, on rentre chez soi, on a l'impression que c'est moins pollué qu'à l'extérieur, ce qui n'est pas vrai. Mais par exemple, pour le bois de chauffage, on se dit que c'est du bois, c'est naturel, ouais. c'est bio, c'est machin. Et donc, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, on s'allume son feu avec un âtre ouvert. Et en fait, on se retrouve avec un enfer de pollution, atmosphérique intérieure, notamment au niveau des particules, mais aussi des gaz de combustion. Et aujourd'hui, ce qui est recommandé, et notamment le gros travail de l'ADEME, c'est d'essayer d'éduquer, de sensibiliser. Il y a un label pour ça. Hein. Le label Flamme Verte qui permet justement, dans la combustion, qu'elle soit maîtrisée et que dans les émissions, soient les moins importantes possibles. Donc déjà, en changeant le parc, sur cette question précise du bois. Oui, c'est la question. Ouais. Déjà, il faut changer le parc qui permet de brûler ce bois et donc de s'équiper avec des chaudières qui sont aujourd'hui tout à fait efficaces. Donc et là, il y a de l'incitation fiscale. On repasse de cette fiscalité écologique. Elle peut être ciblée comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des choses qui marchent avec des indicateurs, avec de l'équipement, avec moins d'émissions, etc. Ça, c'est mesurable, c'est déployable et ça fait partie des bonnes solutions, en tout cas sur le bois, enfin par rapport à une partie des combustions sur l'air et sur l'air extérieur. Vous voyez, on est c'est une boule on va dire qu'on ne changera pas les choses en changeant les chaudières, mais on peut faire effectivement un premier pas et on sait, allez-y David, et on sait effectivement que la sensibilisation des ménages, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, est une des portes d'entrée pour arriver à une autre façon de voir les choses. Je saisis l'occasion qu'on évoque ce label français pour porter une des autres revendications qu'on a actuellement. On croit vraiment qu'aujourd'hui, il doit y avoir un effort qui est fait par tous les pays de l'Union européenne pour faire des marchés unifiés des cleantech à l'échelle européenne. On ne peut pas continuer à avoir 28 marchés en Europe. C'est impossible de concurrencer les États-Unis et la Chine. Et typiquement, tous ces... Alors, je travaille avec beaucoup de startups étrangères. On sait qu'en France, il y a énormément de labels, etc., de marques, de normes, etc. Je pense que c'est globalement une mauvaise direction. On ne devrait plus mettre en place de labels français s'ils ne sont pas transposés ou transposables à l'échelle européenne parce qu'on est en train de s'enfoncer. Alors effectivement, on protège nos industriels, on protège notre marché, mais en même temps, on se bloque pour aller à un niveau plus haut. Et je pense que ça, c'est typiquement un problème qu'on a aujourd'hui. On pourrait peut-être en discuter aussi au niveau de la RT 2012. Je ne suis pas convaincu que cette multiplication de normes au niveau français, qui partent d'un bon sentiment, qui ont plein de bonnes idées, ce ne soit pas un piège dans lequel on soit en train de s'enfermer, qui nous empêchera un jour d'aller vraiment concurrencer la Chine et les États-Unis. Jocelyne Fressine, vous représentez, donc je disais, la société Arionic, qui est notamment spécialisée dans l'énergie et dans l'eau. Présentez-moi rapidement votre entreprise. Et puis on va essayer de comprendre là aussi vos marchés et ce que vous attendez finalement des prochains mois et notamment si on parle de l'énergie, de cette fameuse transition énergétique qui apparemment est en route. Oui, Arionic distribue depuis 10 ans des solutions de traitement d'eau contre le tartre, les bactéries et le biofilm. On avait une situation tout à fait particulière. Et contrairement au marché de l'air,
le marché de l'eau est un marché extrêmement structuré en France, où on a quasiment, enfin, il y a pratiquement plus de croissance à faire parce que tout a été traité dans les domaines où on peut le traiter réglementairement parlant, à l'exception d'une niche qu'on peut dire le biofilm, parce que le biofilm des réseaux est cause d'énormément de... on explique, on détaille, essayez de vulgariser un petit peu pour qu'on comprenne le biofilm, ce que c'est. Voilà, parce qu'on est, vous savez, diffusé sur la chaîne YouTube du Salon et tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance. Donc le biofilm des réseaux est une espèce de mer de vinaigre qui s'installe dans les réseaux et qui va abriter les bactéries et qui va faire que toute la problématique légionnelle aujourd'hui n'arrive pas à être réglée parce qu'il y a cette recontamination permanente. Voilà. Donc ce marché de l'eau qui est très structuré, lorsque vous arrivez avec des produits innovants, clean tech, forcément vous êtes obligé de faire changer les pratiques. Ça demande une forte formation des gens, information. Et aujourd'hui, nous, on peut dire, puisque on s'est battu, que depuis 3 ans, les esprits ont considérablement changé. Les gens sont prêts à trouver des solutions nouvelles, que ce soit dans l'eau, dans l'air ou autre chose. En France, les esprits sont totalement dans la mouvance d'accepter ces solutions, de faire un petit effort. Ça ne sera pas l'élément déterminant de dire qu'on va protéger la nature ou autre, mais s'il y a le choix, même avec un surcoût légèrement supérieur, on peut arriver à imposer des tas d'autres façons de faire et d'autres produits. Jusqu'à présent, on était sur le marché français, on a abordé depuis cette année le marché européen, on est extrêmement bien accueillis sur des marchés comme la Norvège ou l'Allemagne, où les esprits, là aussi, acceptent que l'eau, c'est une denrée rare, nécessaire à préserver, et donc on va essayer de faire au mieux pour que les pratiques et la mise en œuvre personnelle soient adéquates. Et puis autre secteur dans lequel donc, vous agissez, c'est l'énergie. L'autre secteur dans lequel on agit est l'énergie, qui est beaucoup moins connue parce que là, dans le monde, il y a 2 sociétés qui savent faire à peu près travailler sur le gaz, le fuel, le combustible pour faire des économies d'énergie. Pour faire simple, c'est un conditionnement du combustible qui va permettre de réduire la quantité de gaz pour la même quantité de chaleur. D'accord. Donc là, on est dans un domaine qui paraît effectivement exotique à beaucoup de gens. Il faudrait des certifications. Là aussi, le domaine de la certification, lorsque vous avez des produits innovants, il n'existe pas par nature, puisque vous êtes hors du cadre. Et là, je pense qu'il y aurait vraisemblablement une démarche à faire pour pouvoir avoir... David parlait des labels. Le label est une chose, mais la certification du produit, c'est autre chose. Et pour avoir des standards, à tel point que nous, et n'étant pas dans ce cadre au niveau de la France, on va faire une démarche au niveau des TÜV pour avoir cette certification. C'est quand même un peu dommage, vous me direz c'est européen, mais... Oui, c'est qu'on sait, alors pour replacer ce que vous disiez dans le contexte, on sait que demain, une entreprise qui ne sera pas certifiée ne pourra quasiment pas vendre ses produits à un constructeur ou à... Ça vous complique énormément la vie. Ça vous barre la route. Oui. Aujourd'hui, non. En France, oui, ça peut être le cas. Et en particulier dans les bâtiments, puisque il faut avoir des certifications CSTB pour toute forme d'introduction dans les bâtiments. Donc, je vous disais, sur l'énergie, cette année, on a soumissionné un appel à projet de la mairie de Paris sur Paris Région Lab, sur les bâtiments, efficacité énergétique des bâtiments. Et ayant été retenu, ça montre bien qu'il y a véritablement des programmes qui sont mis en œuvre par les collectivités pour trouver des solutions de réduction des consommations et avoir un plan quelques années d'avance. Ils ne vont pas le mettre en œuvre cette année. Vous devez faire vos preuves pendant 1 an, mais il y a une structuration du milieu qui fait que je pense les clean tech et les sociétés innovantes pourront avoir une place dans le marché qui se développe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce que vous apporte justement cette bannière clean tech et le fait d'être dans cette dynamique de rencontre avec les marchés?
Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? Certainement une grande visibilité. Ça, c'est énorme. Nous participons à la France Énergie Nouvelle aussi depuis le début et c'est indispensable de faire, d'avoir des personnes qui sont un peu plus politiques que les entreprises parce que quand vous avez une PME, vous n'êtes pas sur le terrain de la politique, vous êtes sur celui des clients. Nous, on a pris une démarche qui était de partir de l'utilisateur, celui qui a un intérêt immédiat à mettre nos produits. Donc, c'était les gros industriels. On est beaucoup présents dans l'agroalimentaire. C'était les hôpitaux. On a aussi énormément d'installations dans les hôpitaux. Donc, on est parti de l'utilisateur pour remonter aujourd'hui aux collectivités locales et dans des plans. Permis de faire effectivement le Cleantech, cette association de start-up qui sont en permanence informés grâce au travail de veille qui est fait, qui sont insérés dans le réseau. Merci beaucoup pour votre témoignage. Florent Longa, vous représentez la société Eki, qui fait je le disais, de l'éclairage naturel par fibre optique. Là, on est dans la transition énergétique, on peut le dire, c'est-à-dire on vire l'ancien, comme on dit, et on met du nouveau qui consomme moins, hein, c'est ça pour faire simple. Parlez-moi un petit peu de votre société et des marchés que vous avez captés ou que vous cherchez à capter. Bonjour, Eki, donc c'est une société, Eki c'est pour éclairage hybride en fait. Donc nous, notre société, on est une start-up qui a maintenant 1 an. On a développé donc un système qui va venir capter la lumière du soleil à l'extérieur du bâtiment pour l'amener à l'intérieur grâce à de la fibre optique. Donc ça permet d'amener la lumière naturelle dans les pièces closes et d'éclairer donc toutes ces salles d'archives qui sont notamment dans les bureaux souvent abandonnés ou délaissés, qui ne sont vraiment pas appréciés par le personnel qui y travaille toute la journée. Et ce sont des dispositifs qu'on peut installer sur des bâtiments existants ? Ouais, exactement. On se place à la fois en rénovation, tout comme dans le neuf. Donc notre câble, en fait la fibre optique, ça va être le simple travail, on va dire, qui va avoir lieu dans le bâtiment. Et c'est comme si on tirait un câble électrique. Donc voilà, on a juste à venir dans les cloisons et on tire notre câble. Alors, j'imagine que les bénéfices environnementaux, sans doute, et économiques sont importants, non ? Voilà, alors le principal avantage de cette technologie se base sur la lumière naturelle et vraiment sur les bienfaits d'apporter cette lumière et d'avoir les personnes exposées à ça. Donc on parle, depuis notamment avec Thomas qui parlait de la qualité à l'intérieur du bâtiment, la qualité de l'air, etc. Nous, on se place aussi sur la qualité environnementale du bâtiment, mais par la lumière. Quels sont vos marchés ? Comment vous entrez sur ces marchés ? Alors, nos marchés, donc on est sur le bâtiment durable, on est sur les bâtiments aussi labellisés, HQE, qui BREEAM, LEED pour à l'étranger. Donc là, on est sur des bâtiments qui vont à la fois rechercher une bonne qualité de vie à l'intérieur du bâtiment et en même temps avoir des systèmes et avoir une très faible consommation énergétique. Parce que donc, là où on éclaire par la lumière du soleil, on n'a pas besoin d'éclairer avec de l'électricité. Et même si aujourd'hui le marché de l'éclairage est quand même en forte mutation avec notamment le développement des LED, même si les LED consomment moins, ça continue de consommer. Mais alors, qui sont vos donneurs d'ordre ? Exemple, sans citer de nom peut-être, mais en tout cas pour comprendre. Donc, on est au niveau des... On est sur les bureaux d'études et également sur les grands comptes qui vont vouloir équiper à la fois leurs bâtiments et leurs pièces closes. Donc là, on est sur le tertiaire, et à la fois sur les centres commerciaux aussi. Bon, David, là, on a l'exemple. Vous êtes rapidement la taille de l'entreprise ? Aujourd'hui, on a 6 personnes dans l'entreprise. Et localisé à quel endroit ? On est en Ile-de-France, à Champs-sur-Marne. À Champs-sur-Marne. Là, concrètement, cette start-up, elle a une solution qui est très innovante, parce que ça, c'est la première fois que j'en entends parler. Comment on lui donne un coup de main pour qu'elle ne soit pas, comme on dit, prise par-dessus la jambe ? C'est-à-dire qu'on se dit, c'est sérieux leur truc, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on les reçoive, le bureau d'études va les recevoir, études de faisabilité. Enfin, comment on peut les aider ? Comment vous les aidez ? La première chose, c'est de s'assurer qu'elle n'est pas très loin du marché. Et pas très loin du marché, c'est souvent quelque chose sur lequel on insiste. Les habitués de Clean2Z le savent. Le time to market. Surtout la question du coût.
Alors déjà, est-ce que ça fait sens en termes de coût? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus arriver avec une solution environnementale qui est, comme disait Mme Fressine, purement environnementale. Il faut que ça fasse sens économiquement. Donc il faut déjà arriver avec des solutions qui font sens, qui ont un retour sur investissement. Il y a encore un moment, on disait 3 ans, mais aujourd'hui, je connais beaucoup de sociétés qui demandent 1 an de retour sur investissement. Alors Jocelyne Fressine connaît bien ça et beaucoup de ses produits sont avec un très court temps de retour sur investissement, mais déjà il faut faire sens économiquement, ça c'est sûr. Une fois que ça fait sens économiquement, eh ben, on va voir des fonds d'investissement d'abord pas très grands, puis éventuellement des plus grands. On peut aller voir les départements Open Innovation des grands groupes, que ce soit dans ce cas-là les EDF, les GDF, peut-être certains grands du bâtiment comme Bouygues, etc. Donc il y a moyen après de s'insérer dans un système. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à essayer de franchir des murailles. Mais je pense qu'un des critères fondamentaux aujourd'hui, c'est de faire sens économiquement, deuxièmement de regarder au niveau mondial ce qui se passe, c'est-à-dire d'identifier si on a 10, 15, 20, 30 concurrents. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y en a pas zéro. Il y en a toujours au moins 10, et si ce n'est pas 10, c'est peut-être 50, dont en particulier peut-être une vingtaine en Chine. Et une fois qu'on a bien compris où est-ce qu'on allait pouvoir apporter une valeur ajoutée, et ben, s'insérer dans cet écosystème français, fonds d'investissement grand groupe qui pour le coup est relativement dynamique, il faut le dire. Alors, un mot quand même pour terminer et revenir peut-être sur le contexte européen, parce que ce sera la conclusion de notre émission. Vous le disiez, David, tout à l'heure, vous avez eu une démarche, on va dire, purement franco-française au départ. Aujourd'hui, on décloisonne, peut-être un peu sevré par la réglementation très contraignante française. Quelle est la stratégie pour tous vos adhérents et pour tous ceux que vous accompagnez en termes de déploiement à l'international? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Clean Tuesday, quand on a démarré il y a 5 ans, on était une petite initiative à Paris. Aujourd'hui, on gère presque un réseau international. On va avoir, ce que je disais, des gens venus du monde entier qui vont venir. Demain, sur le Clean Tech, on aura la présence de beaucoup de startups étrangères, en particulier des startups asiatiques. Il y a 25 startups qui pitchent pendant l'après-midi, dont une demi-douzaine de startups qui viennent de l'étranger, en particulier d'Asie. Donc ça, c'est un premier axe. Vraiment, nous, on pense qu'il faut aujourd'hui, quand on est dans le métier des clean tech, regarder très fortement à l'échelle internationale. La concurrence, elle est partout. C'est à peu près les mêmes problèmes qui se posent. Alors, on parlait du film, du biofilm, dans les canalisations. Ouais. Le biofilm, il y en a dans tous les pays du monde. Les problèmes d'air, il y en a dans tous les pays du monde. Donc, il faut vraiment regarder la concurrence et se rendre compte qu'il y a plein de pays où il y a des choses qui se passent, y compris des pays où on n'attendrait pas. Le niveau européen, c'est un niveau où Clean Tuesday a décidé de s'investir depuis un peu plus d'1 an. Ça a plutôt bien marché puisqu'on a réussi à participer déjà à 1 ou 2 gros projets européens. On passe du temps à Bruxelles à essayer de convaincre la Commission. Peut-être que dans les années qui viennent, on essaiera de monter une instance de lobbying au niveau européen pour essayer de convaincre la Commission en particulier d'agir de façon beaucoup plus directe sur un certain nombre de marchés clean tech. Il y a trop de marchés clean tech qui restent traités au niveau des pays et qui n'ont pas acquis une dimension européenne. Donc on pense qu'il faut agir au niveau européen, en particulier à Bruxelles. Et puis deuxièmement, vraiment voir à l'international. Aujourd'hui, je pense qu'une société qui regarde que à l'échelle française, vous savez qu'à l'échelle française, il y a beaucoup d'initiatives, en particulier régionales. Ça peut être un piège. Je pense qu'il faut vraiment regarder à l'échelle internationale en permanence. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau TV de Polytech Horizon 2013. On va se retrouver dans quelques instants pour une nouvelle émission. Merci à vous et bon salon.